4. Bonjour à tous et bienvenue pour ce face au lecteur exceptionnel avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Nous sommes ensemble pendant 40 minutes et nous allons vous interroger avec nos 5 lecteurs à qui je vais laisser le soin de se présenter. Monsieur Rani. Bonjour Monsieur le Ministre, Marcel Rani, je suis chef d'entreprise et président de l'UMM Alpes-Maritimes. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Lucie Guéra, je suis étudiante en dernière année de master à l'école du journalisme de Nice. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Monsieur Chevalier Alain, président de comité de quartier sur Nice Nord. Enchanté. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Dota, je suis retraité de la banque et de la formation professionnelle bancaire. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, Vincent Di Serio, je viens de Toulon et je suis responsable de communication institutionnelle dans un établissement public. Alors, Gérald Darmanin, vous étiez ce matin au commissariat Saint-Augustin à Nice, puis sur le site du futur hôtel des polices à Nice-Saint-Roch. On va en parler avec la première question d'Alain Chevalier. Alors, Monsieur le Ministre, c'est une double question. Donc, ma première question, Nice possède à ce jour plus de 4000 caméras. En octobre 2020, la Commission des lois du Sénat a créé en son sein une mission d'information sur la reconnaissance faciale. Le 11 mai 2022, cette dernière a rendu ses propositions. Pensez-vous que l'exécutif va s'emparer de ce sujet avant les JO de Paris 2024 ? Alors moi d'abord je voudrais dire que la ville de Nice est une ville modèle pour le travail qu'il y a entre la police nationale, la police municipale et les caméras de vidéoprotection. Moi je suis très favorable évidemment aux installations de caméras de vidéoprotection. Elles aident notamment aux élucidations, c'est-à-dire retrouver les personnes qui sont les auteurs des actes violents ou des cambriolages par exemple. Alors évidemment, avec ces caméras de vidéoprotection, la technologie avance. Et il y a deux types de technologies. Il y a la reconnaissance faciale, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire le fait de reconnaître quelqu'un nommément. Et puis, il y a l'intelligence artificielle appliquée aux caméras de vidéoprotection. Le fait de retrouver une petite fille, mais pas la petite Léa, une petite fille en général. Vous perdez votre fille dans la foule et vous dites, voilà, je cherche une petite fille d'1 mètre, brune, avec un jouet blanc. Et les caméras sont capables de retrouver toutes ces petites filles et donc d'aider les policiers à aller plus vite. Et donc ce que va faire le gouvernement, c'est qu'il va plutôt choisir la deuxième option, plutôt l'intelligence artificielle appliquée aux caméras de vidéoprotection que la reconnaissance faciale, qui pose beaucoup de problèmes de liberté publique, et notamment parce qu'il y a la CNIL, il y a le Conseil constitutionnel, et c'est parfois aussi un certain nombre de choses difficiles à imaginer avec la reprise de données. Mais sur le deuxième point, l'intelligence artificielle, nous allons proposer que dans le cadre de la loi olympique, que nous portons dans quelques jours au Parlement pour préparer justement la Coupe du Monde de rugby des Jeux Olympiques, nous puissions expérimenter l'intelligence artificielle appliquée aux caméras de vidéoprotection. Vous souhaitez compléter votre question, Alain? La deuxième partie de ma question, Monsieur le Ministre. Nice possède la première police municipale de France avec plus de 500 agents. Donc, courant 2025, sera livré un hôtel de police XXL qui réunira les polices nationales et municipales dans un ensemble à la pointe des technologies sécuritaires. Dans le cadre de cette mutualisation, peut-on espérer, dans un avenir proche, voir un pouvoir de police élargi pour la police municipale, afin de leur permettre d'intervenir sur un spectre plus large, notamment sur les contrôles d'identité, l'utilisation de drones, et dans la lutte contre les stupéfiants qui gangrènent nos cités, avec l'autorisation de procéder à des verbalisations par amende forfaitaire. Alors, il est très important que les polices municipales soient plus présentes, plus formées. Et à Nice aussi, vous l'avez dit, mais c'est aussi le cas dans d'autres communes des Alpes-Maritimes, il y a ces polices municipales qui font un travail formidable et qui parfois, comme on l'a vu dans les attentats qui ont touché l'église à Nice, ce sont eux qui interviennent pour interpeller le terroriste. Donc ils sont évidemment désormais en rencontre de toutes les délinquances. Et vous avez raison de rappeler aussi la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'État les aide, les finance. Nous payons 50% des caméras de vidéoprotection par exemple. Et là, on paye 70% de l'hôtel des polices, plus de 200 millions d'euros, ce que j'annonçais à Christian Estrosi ce matin. Alors les pouvoirs de la police municipale, moi j'ai été maire, on est parfois frustré quand on est maire parce que les policiers municipaux ne peuvent pas faire tout ce que font, comme vous l'avez raison de le dire, les policiers nationaux. Alors ça s'est amélioré avec la loi sécurité globale qu'on a fait voter l'année dernière. Notamment, ils peuvent désormais constater un certain nombre de fichiers qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il fallait qu'ils passent par la police nationale auparavant, notamment sur les délits routiers qui sont très nombreux, sur les accès aux caméras, etc., etc. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que lorsqu'on a voulu donner des pouvoirs de police judiciaire,
notamment les contrôles d'identité aux polices municipales, il nous a censurés. Et il a dit, il y a deux solutions. Si vous voulez le faire, il faut que les maires acceptent que leur police municipale soit sous l'autorité du procureur de la République, puisque c'est judiciaire, et donc il faut que ce soit un magistrat qui les gère, et les maires ne sont pas favorables à donner leur police municipale au procureur de la République. Ou alors il faut changer la Constitution pour donner des pouvoirs de policiers judiciaires aux policiers municipaux. Et donc nous n'avons pas fait ce choix-là. En revanche, ce que nous pouvons évidemment faire, c'est continuer l'information entre les deux forces. Je prends des exemples très concrets sur lesquels on doit beaucoup s'améliorer. Ils ont deux radios différentes. Moi, j'ai pris un certain nombre de textes réglementaires pour leur permettre d'avoir la même radio, que les policiers municipaux, les policiers nationaux ou les gendarmes, ça peut être aussi la gendarmerie, puissent parler dans le même réseau de radio. C'est par exemple une évolution très importante qu'attendent les élus. Cet hôtel des polices à Nice, ça peut être un exemple, puisque c'est la première fois que seront réunis de cette manière-là l'ensemble des services de police nationale, municipale, équipe de recherche. Oui, ça peut être un exemple. D'abord parce qu'on loge mal nos policiers nationaux aujourd'hui à Nice. Votre hôtel de police central est quand même très vétuste. Donc ça n'encourage pas les policiers à bien faire leur travail. Évidemment, quand vous n'êtes pas bien logé, quand vous n'avez pas des bons équipements pour être formé, pour pouvoir faire du tir administratif, pour pouvoir vous changer tout simplement, évidemment, vous venez avec moins d'intérêt au travail. Et puis, deuxièmement, évidemment, le lien entre police nationale, police municipale, le lien avec les avocats, le lien avec les associations d'aide aux victimes. Je pense notamment aux victimes de violences intrafamiliales, celles qui accueillent les femmes notamment dans les commissariats, et puis tout simplement un bel endroit où on a envie de venir, et pas simplement un endroit triste, moche, gris, sale, qui est parfois un peu trop le lot de nos commissariats. C'est aussi un bel exemple, et moi je suis très heureux qu'avec Christian Estrosi, on arrive à lier bel endroit pour les polices municipales et nationales dans le même endroit. Alors on va parler aussi de la gendarmerie, Lucie. Oui, Monsieur le Ministre, l'Assemblée nationale a récemment adopté le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui comprend entre autres la création de brigades de gendarmerie et l'augmentation de la présence des forces de l'ordre sur la voie publique pour assurer la sécurité. Peut-on être sûr que ces mesures permettront la stabilité, voire la diminution des chiffres sur la délinquance que l'on sait déjà en baisse par rapport à l'année dernière ? Alors notre stratégie, c'est effectivement de mettre plus de bleus dans la rue, donc plus de policiers et de gendarmes dans la rue. Et comment on fait ? D'abord, on met plus d'effectifs. On a fait 10 000 policiers et gendarmes de plus. On commence à en voir les arriver. J'espère qu'à Nice, vous voyez davantage de bleus dans la rue. On en crée 8 500, encore davantage dans cette grande loi que j'ai proposée à la demande du président de la République. On fait aussi des réformes dans la police nationale. Par exemple, ils ont accepté d'augmenter leurs heures de travail, les policiers. Ça n'est pas assez dit. Et en échange, on les a mieux rémunérés. Mais ils sont passés dans des rythmes de travail où il y a plus de patrouilles dans la rue. Puis après, troisième sujet, on doit les aider technologiquement. Désormais, ils ont tous un téléphone Néo, c'est-à-dire un téléphone fait d'ailleurs par une entreprise d'Aix-en-Provence, qui leur permet de faire tous les passages fichiers, toutes leurs amendes, l'ensemble de leur communication, sans repasser au commissariat. Donc on gagne énormément de temps. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ce genre de réformes qui font qu'on a plus de policiers et de gendarmes dans la rue. Et vous l'avez dit, pour ceux qui habitent en zone de gendarmerie, l'État, pendant 20 ans, a supprimé 500 brigades de gendarmerie. Et pour la première fois, nous allons en recréer. On va en recréer 200. Ça veut dire plus de 2000 gendarmes dans les 5 années qui viennent. Il y en aura au moins 2 supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Monsieur Di Serio. Oui, Monsieur le Ministre, que répondez-vous à certains maires des communes rurales justement qui voient leur gendarmerie être de plus en plus éloignée de leur commune et de ce fait et qui auront de plus en plus de mal à constater les infractions sur le fait ? Qu'ils ont raison. C'est pour ça que nous recréerons des brigades de gendarmerie pour que dans chaque département de France, non seulement des communes aient des nouvelles brigades, mais aussi que ceux qui ont la brigade d'à côté puissent avoir moins de kilomètres à faire pour intervenir. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Deuxièmement, il faut aussi qu'on réfléchisse à la façon dont la gendarmerie désormais travaille. Peut-être qu'on doit davantage spécialiser les brigades. Parce qu'une brigade de gendarmerie, c'est un endroit désormais où tous les sujets sont impactés pour une quinzaine ou une vingtaine de gendarmes. Et on voit bien que les problèmes d'environnement, les problèmes de violence intrafamiliale, les problèmes de lutte contre la délinquance et cambriolage ou du monde agricole, c'est des problèmes très complexes. Et une brigade de 15-20 gendarmes n'est pas toujours capable de répondre correctement à l'ensemble de ces problématiques. Donc nous réfléchissons par ailleurs à des spécialisations. Alors on a commencé à le faire avec la maison de protection des familles. C'est des maisons qu'on met dans chaque département où quand vous avez des violences sur les enfants ou des violences faites aux femmes, vous savez que c'est là qu'il faut aller, parce que vous avez les enquêteurs les plus spécialisés, le lien direct avec les magistrats, et ça libère du temps de travail et du temps de patrouille, évidemment pour les gendarmes. Puis enfin, c'est aussi la nouvelle technologie pour les gendarmes. Et cette nouvelle technologie pour les gendarmes, c'est désormais beaucoup de données. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle, pour le coup, pour pouvoir prévoir un certain nombre de faits.
et notamment je pense au cambriolage ou au vol de matériel agricole. On voit bien que c'est souvent des groupes criminels qui organisent et qui font des razzias, et il faut donc pouvoir suivre cela en temps réel. Nous équipons de manière très moderne la gendarmerie pour qu'elle puisse être en avance de phase et qu'elle puisse être présente dans les endroits où on sait que des cambriolages vont se dérouler ou se déroulent. Monsieur Dota. Monsieur le ministre, ma question porte sur les refus d'obtempérer qui visiblement ont tendance à se développer. Refus d'obtempérer au cours desquels souvent la vie des policiers et des gendarmes est exposée. Alors la question est très simple et très directe. Pourquoi ne pas accorder à la police la présomption de légitime défense ? Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est vrai que les refus d'obtempérer ont augmenté. Il y en a un tous les demi-heures en France, en zone police et en zone gendarmerie. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Peut-être que le permis à points est un peu en cause, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent sans permis de conduire, parce qu'ils transportent de la drogue, parce qu'ils sont recherchés par des services de police. Et peut-être que comme la police est encore plus présente, elle fait plus de contrôles et donc il y a plus de refus d'obtempérer. Et ces policiers, ces gendarmes, vous avez raison de dire qu'ils subissent physiquement, parfois mortellement, ces chauffards et parfois ces assassins de la route. Moi, je n'oublie pas que mon premier déplacement comme ministre de l'Intérieur, ça a été de rencontrer la famille de Mélanie Lemay, une jeune gendarme de 26 ans qui est morte sur une route de Lot-et-Garonne parce qu'un chauffard, un assassin, lui avait arraché la jambe sur cette route départementale. Aujourd'hui, on entend beaucoup de bêtises. On entend de dire que les policiers et gendarmes sont interdits de poursuivre ces personnes. C'est tout à fait faux. Nous les autorisons bien évidemment à poursuivre ces personnes. Et bien souvent, ils interpellent ces personnes. Ce que nous disons aux policiers et gendarmes, c'est que quand vous poursuivez quelqu'un qui a refusé une moto, une voiture de s'arrêter, il faut aussi prendre en considération les autres usagers de la route. Et vous savez, moi j'ai été maire et j'ai connu dans ma mairie des moments où les policiers nationaux avaient pourchassé une voiture et cette voiture a tellement pris de risques pour éviter les policiers, c'est pas tellement pour le conducteur que je m'inquiétais, mais une famille qui traversait la rue, une petite fille a été renversée et a eu des séquelles à vie parce que le chauffard ensuite a traversé l'intégralité de la rue. Et moi, je ne souhaite pas que votre famille rencontre évidemment ce chauffard. Donc on dit d'abord il faut proportionnaliser l'action de la police et de la gendarmerie. Ça ne sert à rien de faire les matamorts si à la fin, il y a plus de morts au début de l'interpellation des policiers, à la fin qu'au début. En revanche, on doit être aidé par la nouvelle technologie. On va mettre des caméras embarquées sur les voitures de police qui permettent notamment de prendre les images, de récupérer des informations pour justement ensuite interpeller les personnes, même si ça se passe un jour, 2 jours, 3 jours après. Là, souvent, malheureusement, les journaux n'en parlent pas toujours. Il faut aussi d'ailleurs que l'on puisse utiliser les drones. Désormais, depuis le début de l'année, les drones peuvent voler en information pour aider les policiers et les gendarmes à survoler le chauffard et pour pouvoir le choper à la fin et non pas prendre soi-même beaucoup de risques. Et enfin, je voudrais dire qu'on a aggravé les peines dans la loi que nous venons de faire voter à la demande du Parlement. C'était très unanime à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc désormais, il y a des peines beaucoup plus importantes pour ceux qui sont des chauffards. En fait, la question, c'était surtout sur la présomption de légitime défense. Aujourd'hui, c'est le policier qui doit démontrer qu'il était en légitime défense. Pourquoi ne pas lui accorder la présomption a priori de légitime défense ? Mais parce que le policier et le gendarme, et c'est une police et une gendarmerie de la République qui a déjà la légitime défense. Ensuite, il faut faire effectivement aussi attention à ce que nous faisons. Les policiers et les gendarmes, c'est bien beau de le lire sur un plateau de télévision, ils doivent tirer. Les démagogues, ils sont jamais là pour soutenir les policiers et les gendarmes lorsqu'ils sont mis en examen dans les locaux de garde à vue et qui sont condamnés à 5 ans ou 10 ans de prison, où on leur a retiré leur arme et qui ne peuvent plus faire vivre leur famille. Moi, je suis aussi de ceux qui disent aux policiers et aux gendarmes, vous devez respecter le droit, vous devez respecter le code de déontologie. Bien sûr que vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre arme lorsque vous êtes menacé, mais vous serez, et chaque policier le sait, dès qu'il sort son arme de son étui, chaque gendarme le sait, vous serez mis en difficulté par les médias, par des associations, et pas par tous les médias, mais par une partie des médias, par évidemment la justice. Et là, je pense que ceux qui jouent les matamors doivent être près des policiers et des gendarmes comme je suis. C'est plus facile à dire qu'à faire. Marcel Rany. Monsieur le ministre, suite au retrait d'autorisation d'exercer du commerçant de Cannes, pensez-vous, comme beaucoup et comme moi, que responsabiliser à nouveau les parents soit la bonne solution ? Tout à fait. Moi, je soutiens la décision de David Lisnard à Cannes. D'ailleurs, la justice lui a donné raison. Je m'en réjouis. Je crois qu'on ne peut pas faire comme si l'autorité parentale n'existait pas. Et comme si faire des enfants n'impliquait pas des responsabilités. Je suis père de famille, je vois bien les difficultés qu'évidemment il peut y avoir dans l'éducation des enfants. Mais quand un enfant de 12, 13, 14, 15 ans, parce que c'est un enfant,
donne des coups de couteau à un policier ou à son camarade ou à son professeur, ou attaque une vieille dame, comme on l'a vu à Cannes, de façon absolument inacceptable. C'est pas un problème de police, c'est pas un problème de société, c'est un problème d'éducation des parents. Et vous savez, on me dit souvent, que fait le ministre de l'Intérieur quand il y a un coup de couteau qui est donné à un autre gamin de 14 ans? Ben, j'ai dit, mais le ministre de l'Intérieur, c'est que les policiers, ils ne constatent que la défaillance des parents. Donc remettre l'autorité parentale au centre. Il faut accompagner parfois les parents. Il y a des femmes seules qui élèvent leurs enfants, c'est difficile. Bien sûr qu'il faut les accompagner. Mais on ne peut pas déresponsabiliser les parents. Et moi, je suis pour l'expulsion des logements sociaux, des familles qui laissent leurs enfants faire absolument n'importe quoi. Et je suis évidemment pour prendre des décisions fermes, difficiles, mais fortes, comme l'a fait le maire de Cannes. Vous avez tout à fait raison. Merci. Monsieur Di Serio. Oui, récemment, l'État français a souhaité rappeler toutes les armes illégales détenues par les Français. Et je voulais savoir, dans un souci constitutionnel d'égalité, ce rappel sera-t-il fait sur tous les territoires, y compris dans les endroits sensibles? Oui, d'ailleurs, ça marche très bien. Alors, Combien ont été remises? Alors, pour l'instant, on est à plusieurs centaines de milliers d'armes partout sur le territoire national. Alors, il ne s'agit pas des armes des délinquants, parce que je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Ils ne vont pas dire spontanément remettre leurs armes. Même si nous avons dit, pendant le moment où vous remettez vos armes, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Donc il y a peut-être un certain nombre de personnes qui utilisent ça. Il s'agit surtout de ne pas laisser circuler des armes qu'on a parfois eues dans notre famille. Alors il y en a beaucoup qui datent de la guerre mondiale, mais aussi parfois le fusil que vous a légué votre père ou votre grand-père, alors que vous n'êtes plus chasseur. Enfin, on peut imaginer plein de sujets comme cela. Parce que ces armes en circulation, on s'est aperçu que pendant les cambriolages, par exemple, ils les récupéraient, ces délinquants, pour ensuite les utiliser. Et comme elles n'étaient pas dans les fichiers des armes, c'est très difficile ensuite pour la police de trouver les responsables des meurtres ou des cambriolages. Et puis par ailleurs, c'est jamais bon de laisser des armes circuler. Il y a beaucoup d'accidents domestiques, des enfants ou des violences intrafamiliales. Quand ça se passe mal, on prend l'arme qui restait là et ça se passe souvent de façon très difficile. Et comme elles ne sont pas connues, on ne pouvait pas prévoir le drame qui se touche. Mais évidemment, ça s'est déroulé, y compris dans les quartiers les plus difficiles. C'est encore pendant quelques jours la possibilité de le faire. Et l'État sera d'autant plus fort et ferme désormais qu'il aura donné la possibilité à chacun, si j'ose dire, de déposer ses armes. Mais ça marche très bien et quand on a lancé cette opération, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Alors, on va passer au thème de l'immigration. Le projet de loi que vous avez préparé sera présenté en début d'année. Il y a eu un débat à l'Assemblée, un débat sans vote mardi. Pierre Dotat. Oui, sur le sujet de l'immigration, qui est un sujet clivant dans le pays, la question que je me pose, c'est que plutôt que faire un projet de loi, pourquoi ne pas faire un référendum? Alors quand on parle de référendum, souvent on oppose le fait que lorsqu'on pose une question à un référendum, les Français répondent à celui qui a posé la question et non pas à la question qui est posée. Il y a un risque. Il y a un risque. Mais si on pose plusieurs questions dans le référendum, peut-être que ce risque peut être totalement écarté. Bon, moi, je suis un modeste ministre. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas le pouvoir de faire des référendums. C'est soit le président de la République, soit souffler à l'oreille. Soit les parlementaires. Oui, mais le principe des propos de vestiaire, c'est qu'ils restent dans le vestiaire. Vous voyez, c'est pas de les extérioriser. J'espère que lorsque vous travaillez, vous aimez que vos collaborateurs ne racontent pas tout et n'importe quoi à l'extérieur. Non, mais d'abord, c'est une décision présidentielle. Moi, je suis très gaulliste, donc je respecte les institutions de la Ve République ou le Parlement, qui peut décider aussi. Je constate d'ailleurs que les mêmes parlementaires qui demandent le référendum n'ont jamais déposé une demande de proposition référendaire, donc ils ne sont pas très, très cohérents. Pourquoi pas? Tout est toujours possible à être tranché dans ce genre de dispositions. Et moi, je suis, encore une fois, comme je l'ai dit, très gaulliste, donc je pense que le référendum est une bonne chose en général. Je voudrais quand même dire que l'immigration est un sujet, vous l'avez dit, clivant, c'est vrai, mais aussi très complexe. Parce qu'il touche à la vie des gens. Soit à la vie des personnes qui viennent sur notre sol, soit évidemment des fonctionnaires qui appliquent ensuite les règles. Et c'est pas évident parce que lorsque les gens fuient la misère, les réfugiés climatiques et qu'ils arrivent sur notre sol et qu'on leur refuse des papiers, c'est pas facile pour le fonctionnaire de la préfecture ou le policier qui reconduit la personne de le faire. C'est facile à faire encore une fois ici, c'est pas facile à faire sur le terrain. Et puis vous savez, c'est une politique d'immigration qui, je pense qu'il faut dire la vérité aux Français, ne va pas s'arrêter demain et après-demain, quels que soient les gouvernements. Depuis le 1er janvier de cette année, monsieur, dans toute l'Europe, pas que la France, on est à plus de 60% de demandes d'asile. Hier, j'étais à Bruxelles avec les ministres de l'Intérieur européens. Et d'ailleurs, le changement de gouvernement en Italie, avec un gouvernement d'extrême droite, n'a rien changé. Il y a toujours autant de monde, d'ailleurs, qui arrive, évidemment, en Italie. Donc il faut que la question que nous posons, c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration, ça me paraît une question vaine, c'est quelle immigration veut-on
qu'est-ce qu'on exige des étrangers lorsqu'ils viennent sur notre sol et comment on fait respecter cela. Et je pense que ça mérite, je ne sais pas comment c'est tranché à la fin pour répondre à votre question, mais ça mérite en tout cas un long débat dans notre pays. Et nous, on est prêts à mener ce débat et discuter avec l'ensemble des Français. Monsieur Chevalier. Ma question, Monsieur le Ministre, concernera les OQTF qui interpellent bon nombre d'entre nous. Les obligations de quitter le territoire français. Exactement. Pour quelles raisons sont-ils laissés libres et rarement reconduits à la frontière ? Alors pour plein de raisons, et c'est évidemment un échec pour nous tous. Et c'est un échec malheureusement qui existe depuis 2006. En 2006 que le gouvernement a créé ces obligations de quitter le territoire pour que chacun comprenne. C'est quand vous êtes un étranger en situation irrégulière, parce qu'on vous a refusé votre papier ou parce qu'on vous l'a retiré, le préfet prend un document, le QTF, et ça veut dire que vous devez partir. Vous avez 1 mois ou 1 an, ça dépend, pour partir du territoire national. Et qu'est-ce qui fait que ça marchera demain ? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est un problème qui date depuis 2006. On a à peu près le même taux d'exécution depuis 2006. Et par ailleurs, dans tous les pays européens, c'est le même problème. D'ailleurs, la France est celui qui exécute le plus ses obligations de quitter le territoire. Et déjà, on n'est pas bon. Donc, pour vous dire qu'à quel point c'est un problème, évidemment, dans toute l'Europe. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est 3 choses. D'abord, il faut qu'on simplifie notre droit. Aujourd'hui, un étranger a jusqu'à 12 voies de recours quand on prend une décision pour le faire partir du territoire national. C'est beaucoup trop. C'est le seul droit aussi complexe. Donc on va passer, c'est le projet de loi, de 12 à 4 voies de recours. On divise par 3. Deuxièmement, on va diviser par 2 le temps qu'on laisse pour faire ces recours. Aujourd'hui, un étranger à qui on refuse d'asile, par exemple, il peut aller à la Cour nationale de droit d'asile, puis il peut aller devant le tribunal administratif, puis il peut aller dans la Cour d'appel administratif, puis aller dans le Conseil d'État. Tout ça, ça met 1 an et demi. Nous, on va réduire ça par 2. Pourquoi c'est important de réduire le temps ? Parce qu'il y a des gens qui viennent, et à la fin, l'État a raison, la justice lui donne raison malgré tous ses recours, mais entre-temps, cette personne, elle a peut-être fait un enfant sur le sol de la République, et là, elle n'est plus expulsable, puisqu'ayant fait un enfant, on ne peut pas expulser des parents de gens qui sont nés en France. Alors évidemment, si on expulse ces personnes plus rapidement, ils n'auront pas le temps, évidemment, de faire ce genre de choses par amour, imaginons. Et puis, troisième sujet qui est pour nous important, c'est une meilleure relation diplomatique avec les pays qui accueillent. Parce qu'on n'est pas les seuls à décider. On ne met pas les gens dans des avions et on ne les fait pas sauter au-dessus de tel ou tel pays. Il faut évidemment que le pays qui doit récupérer les nationaux soit d'accord. Alors on fait beaucoup de voyages diplomatiques. Le président de la République, la Première ministre, moi-même, je passe tout mon temps à faire beaucoup de déplacements à l'international. On améliore pour l'instant nos relations. On est à plus de 21% d'expulsions depuis le 1er janvier par rapport à la dernière. Donc c'est un léger mieux. Il faut qu'on continue. Évidemment, quand on discute avec ces pays, il y a des questions d'identification. Et ça, il faut les comprendre aussi, ces pays-là. Quand vous arrêtez quelqu'un dans la rue, il faut d'abord savoir de quelle nationalité il est. Parce qu'il a rarement ses papiers, puisqu'il est sans papiers. Donc, est-ce qu'il est marocain, est-ce qu'il est algérien, est-ce qu'il est tunisien ? Il faut être sûr qu'il soit identifié, donc il faut prendre ses empreintes. Aujourd'hui, le droit nous empêche de le prendre. Ce sera le cas du projet de loi qui dira on pourra obliger les gens à prendre les empreintes. Ça veut dire qu'on a des rapports, et là je vais signer avec l'Algérie par exemple, une convention qui permet d'échanger ces empreintes pour que l'Algérie nous réponde vite, ou le Maroc nous réponde vite, ou la Tunisie nous réponde plus vite, et des livres les laisser passer pour aller dans ces pays d'origine. Je voudrais quand même dire que pendant cette période particulière du Covid, on n'a pas pu expulser les personnes parce qu'il n'y avait pas d'avion, chacun l'a constaté, pas de mobilité. On s'est concentré sur les étrangers délinquants. Et on a eu de très bons résultats puisqu'on est à 3200 étrangers délinquants qu'on a expulsés depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on est à 300% de plus que sous le quinquennat précédent. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et notamment, j'en terminerai par là, vous avez vu que nous mettons fin à la fin de la double peine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quelqu'un qui était condamné en France était très difficilement expulsable parce qu'on disait il y a une double peine. Il est condamné, puis en plus, il faut l'expulser. Et nous, on dit non, il est étranger, il fait sa peine de prison, et évidemment, il doit être expulsé. Et donc, on mettra fin à cela, et on pourra expulser tous les étrangers qui ont commis des actes criminels. Lucie Garat. Sur le plateau de France Info mardi, vous avez déclaré vouloir créer un titre de séjour pour les étrangers travaillant dans des métiers dits en tension. Ce titre de séjour serait temporaire. Quelle serait sa durée et que prévoyez-vous pour ces personnes une fois ce délai passé ? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Moi, j'ai dit qu'on voulait être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. On s'est moqué de moi, mais je pense que c'est assez clair. On veut intégrer et accueillir tous ceux qui veulent respecter les règles de la République et dont on a besoin pour travailler. Je rappelle que 20% des médecins qui nous ont soignés pendant le Covid étaient étrangers. Et on veut expulser tous ceux qui ne veulent pas s'intégrer à la République, crachent sur notre drapeau et ne respectent pas nos règles. Aujourd'hui, on n'accueille pas assez de gens qui doivent travailler chez nous et donc ils travaillent parfois au noir ou parfois l'activité ne fonctionne pas assez. Moi, j'ai des restaurants dans ma commune qui ferment le soir parce qu'ils n'ont pas assez de personnel.
C'est comme ça, c'est la vie, il faut arrêter d'être hypocrite. Puis en même temps, on a des emmerdeurs qui continuent à nous emmerder, pour parler très vulgairement. Donc on veut exactement faire l'inverse. Et donc on veut encourager les gens qui viennent travailler sur notre sol et qui respectent les règles de la République. Donc alors ce titre de métier en tension, il est pour les métiers dits en tension, la restauration, le bâtiment et travaux publics, la construction. Et évidemment, il n'est possible que pour les gens qui n'ont aucun casier judiciaire. Donc on veut donner ce titre d'1 an pour arrêter l'hypocrisie qui fait que dans très nombreux restaurants où nous allons manger, il y a des sans-papiers qui travaillent dans les cuisines de ce que nous mangeons. Dans les fruits que vous achetez au supermarché, l'essentiel ont été cueillis par des étrangers en France. Et dans les constructions des bâtiments où nous vivons, l'essentiel a été fait par des personnes qui sont étrangères. Donc il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Et on ne permet pas le regroupement familial, puisqu'il n'y a pas de grande rentrée d'étrangers comme je l'entends ici ou là, puisque c'est un titre de séjour d'1 an. Et le regroupement familial, c'est à partir de 18 mois. Et cette personne, elle doit passer un examen de français au bout d'1 an. Elle doit le réussir, sinon elle n'aura plus son titre de séjour. Elle doit toujours travailler dans un secteur de métier en tension, donc il ne s'agit pas de l'embaucher pour qu'après elle fasse autre chose que ce pourquoi on l'a embauchée. Et elle doit n'avoir aucun casier judiciaire. Et effectivement, si elle s'est intégrée, si elle n'a aucun casier judiciaire, si son patron ou sa patronne est content de lui, alors nous pourrons regarder s'il peut y avoir un titre de séjour plus long. Et nous aurons un débat avec le Parlement, avec les socioprofessionnels qui le réclament. Vous avez vu les restaurateurs qui ont dit on a besoin de ce titre de métier en tension. Et avec le Parlement. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de limite. Mais si le Parlement nous met des limites, un nombre de personnes, par exemple, chaque année que l'on peut embaucher, nous écouterons le Parlement. Marcel Ragny. Alors moi, pour continuer sur le sujet, connaissant les difficultés que rencontrent tous les corps de métier, parce qu'on parlait de la restauration, mais on peut parler de l'industrie dans laquelle je suis, tous les corps de métier, alors que nous avons plusieurs millions de chômeurs, on parle de 3 millions, plus de 3 millions en classe A et presque autant en classe B. Ne pensez-vous pas, je parle pour les salaires petits, voire moyens, ne pensez-vous pas que maintenir quelques aides en cas d'obtention d'emploi permettrait à certains chômeurs de longue durée de retrouver une vie professionnelle? Je parle parce que j'ai eu la situation qui s'est présentée chez moi, une personne à qui j'ai proposé 1 500 € de salaire et qui m'a dit pour 1 500 je ne viens pas, je gagne 1 200 en restant à la maison parce que j'ai 3 enfants et je suis toute seule. Je comprends, mais pourquoi ne pas l'accompagner justement pour qu'elle puisse reprendre le pied à l'étrier du travail et qu'elle puisse payer une nounou ou une assurance pour la voiture? Alors j'entends ce que vous dites, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes patron, pourquoi vous n'augmentez pas aussi les salaires pour accompagner cette personne? Parce que chacun doit faire une part de l'action, surtout que le gouvernement a continué à baisser les impôts dans les entreprises. Il a refusé de monter la fiscalité, contrairement à ce que souhaitaient certains. Et on a aussi baissé un certain nombre de cotisations. Donc il faut aussi, je crois, moi vous avez entendu le dire, je pense qu'il y a dans notre pays, notamment avec l'inflation que l'on connaît, pour les ouvriers, pour les employés, il y a une augmentation de salaire à avoir. L'État l'a fait en augmentant le point d'indice. Je pense qu'il faut que le patronat le fasse aussi. Il y a des circonstances très difficiles pour certaines PME, j'en ai bien conscience. Mais je pense que chacun doit faire sa démarche. Le deuxième sujet, c'est que vous avez raison, il faut qu'on continue à aider les personnes qui choisissent ce travail plutôt que pas le travail. D'abord, on a fait une réforme très courageuse de l'assurance chômage qui va rentrer, vous l'avez vu, dans quelques jours en vigueur. Et cette réforme de l'assurance chômage, elle est très simple. Ceux qui refusent d'aller travailler, ils n'ont plus d'allocation chômage. Donc elle est difficile, mais elle est courageuse. Donc elle va de pair, je crois, avec ce que vous dites. Deuxièmement, on verse une prime d'activité. J'ai été ministre en charge des comptes publics. C'est quoi la prime d'activité? C'est pour les gens qui travaillent au SMIC, quasiment 10% de leur salaire. Ça nous coûte désormais quasiment plus de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est de l'argent de l'État qu'on verse directement à des salariés, à des ouvriers, pour les encourager à travailler. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas la prime d'activité si vous n'allez pas travailler. Et si votre question, c'est est-ce qu'on doit encore davantage aider ceux qui travaillent, la réponse est oui. Moi, j'ai beaucoup milité, j'ai porté la défiscalisation des heures supplémentaires. Je suis pour qu'on aide les ouvriers, les employés davantage pour que le travail l'emporte toujours sur l'assistanat. Alors cependant, ce que vous vivez ici dans les Alpes-Maritimes n'est pas tout à fait vrai en Bretagne. En Bretagne, ils sont quasiment en plein emploi. Ils sont à 5% de chômage. Donc il faut aussi voir de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on parle d'immigration, on n'est pas obligé de parler pour tout le monde sur le territoire national. Et ça, c'est le débat parlementaire qui va nous dire. Il y a peut-être des endroits où il y a quasiment plus de chômage, et donc on a besoin de faire venir des personnes. Et puis il y a des endroits où on a besoin de faire travailler les gens qui sont déjà sur notre sol. Donc la réponse, elle n'est pas définitive, c'est pas oui ou non, c'est ça dépend comment et ça dépend où. Je terminerai par dire qu'on a aussi besoin d'une certaine immigration. On est très heureux qu'il y ait des étudiants qui viennent en France parler le français,
pour retourner dans leur pays et pour gagner des business à l'international et un lien particulier avec notre pays. Moi, la ministre de l'Intérieur britannique qui vient d'être nommée, elle parle couramment français. On a des tas de problèmes à régler avec elle. Elle me dit, mais moi je suis très heureux, j'ai passé 3 ans à l'université de Bourgogne et elle regarde la France avec un pays, avec un œil emmouraché. On est très heureux de faire venir cette jeune femme qui était d'autre origine d'ailleurs qu'anglaise sur notre sol. Je voudrais dire aussi, ce qui sont contre l'immigration, les prêtres dans nos églises. Vous savez que 100% des prêtres dans nos églises ne sont pas tous français. Les médecins, je l'ai dit, les infirmières, les personnes qui vont travailler dans les EHPAD. Je pense que ça dépend des secteurs, monsieur. Ça dépend aussi des endroits géographiques. Et encore une fois, je pense que les gens qui travaillent, les Italiens, les Polonais, moi, mes 2 grands-pères, il y en a été maltais, l'autre était algérien, sont venus travailler en France. Ils ont respecté les règles de la République. Moi, je leur dis welcome, bienvenue, c'est ça la France. Tous ceux qui, par contre, ne respectent pas les règles, on doit être, pour répondre à votre question sur les expulsions, beaucoup plus ferme qu'on l'est aujourd'hui. Alors, il nous reste 2 minutes, donc je vous demanderai des questions très courtes, monsieur Ducerio. Oui, alors notre devise, il y a la liberté, il y a l'égalité, mais aussi la fraternité. Alors, quelles actions concrètes, quels discours, quels gestes forts pouvez-vous mettre en œuvre pour défendre ce sentiment de fraternité dans une société de plus en plus divisée et où chaque communauté va de sa revendication, alors que constitutionnellement, la République est une et indivisible et ne reconnaît pas les communautés? Ben vous avez raison, c'est une grande question française, ça. Moi, je suis très attaché à la République unie et indivisible, à notre belle langue. Bien sûr, on peut être fier de nos origines personnelles, familiales, régionales, mais on doit voir le destin commun d'être français. Et pour lutter contre ce communautarisme et pour avoir ce sentiment de fraternité, je pense qu'on a besoin d'un grand projet commun. Et vous savez, le président de la République, il n'a pas eu beaucoup de chance pendant 5 ans. Le Covid, les Gilets jaunes, la guerre en Ukraine. Et peut-être que toutes ces crises nous empêchent tous collectivement de nous projeter dans l'avenir. Et là, on va retrouver peut-être, je l'espère, après la crise d'inflation, un moment plus calme, avec les Jeux Olympiques, par exemple, qui va être un beau moment de fraternité dans notre pays, qu'il faut qu'on réussisse, bien sûr. Et il faut aussi qu'on donne un beau projet pour notre pays, pour les 20 ou 30 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique, parce que c'est en se disant qu'on a un destin commun qu'on arrêtera de regarder notre passé et nos communautés. Alors, question courte, réponse courte, monsieur Rani. Question courte, concernant les coupures d'électricité, parce que ça travaille tous les chefs d'entreprise. Et tous les Français. Et puis surtout les craintes qui affolent toute la population. Pouvez-vous nous rassurer et nous dire comment ça va se passer? Est-ce qu'on va être prévenu? Est-ce que ça sera la veille pour le lendemain? Est-ce qu'on pourra prévoir des horaires décalés pour éviter de mettre 100 ou 200 personnes à la rue alors qu'ils viennent travailler le matin et qu'ils sont à l'heure? Bon, d'abord, on fait tout pour empêcher ça. Et je pense et les Français, d'ailleurs, répondent à cet appel. On est à moins 8% de consommation d'énergie par rapport à l'année dernière. C'est une chose toute bête, d'éteindre la lumière quand on sort de sa pièce. Quand j'étais petit, on disait on n'est pas à Versailles ici. Bon, maintenant, c'est pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'on disait pareil chez vous. Je viens d'une famille très modeste. Voilà, ma mère, elle me disait c'était pour des raisons de prix. Bon, là, c'est pour des raisons d'économie d'énergie. Si chacun fait ce petit geste, alors, si on passe de moins 8 à moins 10%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à obtenir, il n'y aura pas de coupure. Donc d'abord, si chacun, et l'État en premier bien sûr, mais si chacun fait attention, on va y arriver. Deuxièmement, évidemment qu'on a prévu les choses. Donc chaque préfet a prévu dans son département, c'est le cas ici du préfet des Alpes-Maritimes, les industries, les entreprises, les lieux de protection où on ne va pas couper évidemment pendant 1 heure ou 2 cette électricité. Puis là où on doit la couper, des groupes électrogènes évidemment, je pense au commissariat de police par exemple. Puis troisièmement, il y aura évidemment une information, donc à J-3, J-2, J-1. Et là, c'est pareil, ce sera notre moment aussi à nous de solidarité, de fraternité, de dire peut-être un petit peu moins de consommation d'énergie. Vous savez, je pense que si on est honnête, il y a toujours une télé à éteindre ou un ordinateur à éteindre ou une prise qu'on n'a pas débranchée. Peut-être que là, on peut retrouver notre sobriété commune. Une dernière question très courte, monsieur Dautin. Oui. Monsieur le ministre, je vous suis régulièrement dans toutes les émissions télévisées que vous pouvez faire et aussi sur Twitter. Et j'ai l'impression que vous faites le grand écart entre, je dirais, vos idées historiques du RPR, de l'UMP, des Républicains, et puis celle du président de la République actuelle, et que vous êtes tiraillé entre ces 2 idées. Alors la question, elle est en forme de clin d'œil. À force de faire le grand écart, ne risquez-vous pas de vous blesser pour 2027 ? Bon, vous savez, le général de Gaulle disait la France, c'est pas la droite, la France, c'est pas la gauche, la France, c'est tout ça. Voilà. Et moi, je constate que beaucoup de mes amis politiques ont suivi le président de la République. Regardons le sud de la France. Le maire de Nice,
le maire de Toulon, le président de votre région. Regardez le maire de Toulouse, il y a encore quelques mois, il était au Républicain, et puis il dit, bon, bah, finalement, je m'aperçois que c'est une impasse. Vous savez, le président de la République, c'est celui qui a donné le plus de moyens à la police, 15 milliards de plus. C'est celui qui a donné le plus de moyens à l'armée. Une grande loi de programmation militaire qui va d'ailleurs avoir une deuxième encore plus forte et qui va solidifier, et je pense que c'est très important, notre dissuasion nucléaire. Il porte à l'international, on est fiers de notre président, regardez aux États-Unis. C'est ça, je crois, les idées auxquelles je pensais. C'est aussi le dédoublement des classes dans les villes populaires. Moi, j'étais maire d'une ville populaire. Je suis heureux que les gamins de Tourcoing soient passés de 38 élèves en CP à 12 par classe. Ça, c'est une grande politique sociale fondée sur le mérite et le travail. C'est celui qui a baissé les impôts, plus qu'aucun président de la République. Et pourtant, Dieu sait que j'aime le président Nicolas Sarkozy, dont j'étais le collaborateur. Donc moi, j'ai l'impression d'être très cohérent. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a certaines oppositions qui, par jalousie peut-être, et parce qu'ils n'ont pas vu le tournant de l'histoire, eux sont restés un peu recroquevillés, un peu ratitionnés, comme on dit en ancien français. Et moi, je les appelle, je leur tends la main. Venez soutenir le président de la République, venez soutenir le pays. Et 27, ça n'a pas d'importance, monsieur. Ce qui compte, c'est maintenant, demain. On verra ce qui se passera en avenir. Mais moi, à 40 ans, être ministre de l'Intérieur, ça fait 6 ans que je suis ministre, pour le fils d'une femme de ménage que je suis, le petit-fils de harki que je suis, c'est inespéré. Moi, je ne pense pas à 27. Moi, je pense à ce soir et demain matin. Bravo. Merci beaucoup Gérald Darmanin, merci à vous cinq, merci aussi à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission que vous pourrez retrouver en replay sur nos réseaux sociaux et nos sites internet. Et rendez-vous aussi demain dans les colonnes de Nice Matin et Var Matin pour le compte-rendu de cet entretien. Bonne journée à tous. Merci.